et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'abbaye d'Échourgnac, en Dordogne. Ici vivent 21 sœurs cisterciennes âgées de 30 à 100 ans. Elles ne se sont pas choisies et pourtant elles partagent tout, leur lieu de vie, leur repas, leur temps de prière et leur travail. Bref, une vraie vie ensemble au quotidien. Alors, quelles sont les joies et les difficultés d'une vie en communauté? Comment être fraternel avec ses frères et sœurs chaque jour? Vous allez voir que cette dimension de la vie communautaire peut nous inspirer dans notre conversion écologique. Je propose d'en parler tout de suite avec nos deux chroniqueuses, Sœur Bénédicte et Elena Lassida. C'est parti. Ouais. Elena Lassida, bonjour. Bonjour Sœur Claire. Bonjour. Bonjour Claire, bienvenue. Merci d'être avec nous. Sœur Bénédicte, vous êtes la mère abbesse de ce magnifique lieu, de cette communauté. On est ici dans la salle du chapitre. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous pouvez nous expliquer? Alors, le chapitre, c'est vraiment le cœur de la vie communautaire puisque c'est le lieu où on se retrouve tous les jours, d'abord pour lire un chapitre de la règle de Saint-Benoît. Oui. Donc, Voilà. cette règle donc, du VIe siècle qui continue encore à diriger notre vie. Et donc on lit ici un chapitre et la mère abbesse le commente, fait un petit commentaire spirituel qui aide les sœurs aussi à mieux vivre cette règle dans leur vie quotidienne. Et donc voilà, ici c'est le siège de la mère abbesse. Oui. Et puis après les sœurs se disposent, traditionnellement on est par ordre d'ancienneté. En aire de cercle. Voilà, les plus anciennes et puis ensuite les plus jeunes. Alors c'est un lieu très important parce que c'est le lieu où se prennent toutes les grandes décisions de la vie communautaire. D'accord, c'est plus qu'une salle de réunion en fait. Oui, c'est vraiment le lieu où on va décider quand une nouvelle sœur arrive, où on va voter pour elle, pour qu'elle puisse vraiment définitivement entrer dans la communauté. C'est le lieu aussi quand il y a des grandes décisions, si on doit faire des grands travaux, des grandes réparations, si on fait des grands changements dans la vie communautaire, c'est ici qu'on les décide, qu'on les discute et qu'on les vote. Voilà, parce qu'on a une société finalement assez démocratique puisque toutes les grandes décisions sont prises par vote. Merci, Sœur Bénédicte. Elena, vous êtes chercheuse, enseignante à l'Institut catholique de Paris. Qu'est-ce que veut dire pour vous ce mot communauté? Quel sens il a? Alors, pour moi, ça a un sens particulier, ce mot communauté, parce que souvent, vous savez, la communauté, on la définit par ce qu'on a en commun. C'est un groupe de personnes qui ont un acquis commun, un patrimoine commun, un projet commun, par ce qu'on a en commun. Et en fait, j'aime beaucoup la définition qui est donnée par un auteur italien qui s'appelle Esposito, qui dit que ce qui fait la communauté, c'est pas ce qu'on a en commun, mais ce qui manque en commun. C'est quand il y a un manque commun que vraiment il y a quelque chose qui relie les personnes et qui les met en marche vers quelque chose ensemble. Parce qu'une communauté qui se définit uniquement par un acquis, c'est une communauté qui peut très vite devenir une communauté morte. On se définit par le passé. Tandis que quand il y a un manque commun, ça donne une dynamique à la communauté. Donc j'aime beaucoup cette idée que la communauté, c'est des personnes qui ont un manque en commun. Un manque en commun? Alors, la vie en communauté suppose de trouver des règles, de faire des compromis aussi entre nous, mais c'est aussi beaucoup de joie et de fraternité. On va voir que cette vie peut nous inspirer dans notre démarche de conversion à l'écologie. On en parle ensemble, on va s'installer en plateau? Très bien. C'est parti, on y va. Sœur Bénédicte, Elena, je vous propose quelques chiffres pour rentrer ensemble dans cette émission. Selon l'INSEE, 1,6 million de personnes vivent en communauté aujourd'hui en France. Ça représente à peu près 2,4% de la population. Alors, il y a bien sûr les religieuses et les religieux, mais il y a aussi toutes les personnes qui vivent en foyer, en EHPAD, en caserne ou même en prison. Et à côté de ces vies communautaires se développent aujourd'hui des formes de vie un peu plus originales parce que la vie collective attire. C'est en tout cas ce que pense Marie de Chassey. Elle est jeune retraitée, proche des bénédictines du monastère de Martinez-Briand, près d'Angers. Écoutez. Oui, chez les laïcs, je sens qu'il y a une envie de vivre en communauté. En tout cas, je parle pour ce qui concerne ce petit village. Je suis arrivée il y a 5 ans. Il y avait une autre personne qui était là depuis presque 20 ans autour du monastère et qui vivait pour le monastère sans en faire partie. Et depuis que ces 5 ans, on est maintenant 5 ou 6 avec ce même schéma. Donc ce sont toutes des personnes, disons, en pré-retraite ou retraitées, ou jeunes retraités, qui ont besoin de donner du sens à leur vie et qui trouvent cette solution comme répondant à leurs besoins, en fait. Et elles ont toutes besoin, et moi c'est pareil, de se sentir partie de cette famille de moniales.
Et Elena, Marie nous dit elle a envie de faire partie d'une famille, cette famille de moniales. Pourquoi cette attirance selon vous? Est-ce que c'est une réponse à une société qui est de plus en plus individualiste? Oui, je pense qu'on voit aujourd'hui, comme vous disiez, beaucoup de recherches des formes de vie collective ou communautaire un peu nouvelles. Et je pense que c'est une réaction, une réponse à un mal-être dans notre société où je pense qu'on a un peu survalorisé je dirais l'idée que l'autonomie, on a cru que l'autonomie, que c'est un mot un peu une valeur absolue dans nos communautés, l'autonomie était égale à indépendance. Donc pour être autonome, il fallait être indépendant, quitte de tous, autosuffisant. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à se rendre compte que justement c'est absolument impossible et que donc il faut retrouver des espaces de relation. Alors, donc, on essaye, on expérimente, on tâtonne, mais je pense que c'est une réaction, une réponse à quelque chose qui a pris un excès un peu négatif. Sœur Bénédicte, est-ce que vous avez l'impression d'être en décalage avec l'esprit de notre monde en vivant en communauté? J'ai surtout l'impression qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans la vie actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une tension entre ce besoin d'avoir un groupe qui sécurise, avec qui on partage les mêmes valeurs, et en même temps un accent qui est mis sur l'individualisme, la compétition, la valeur de l'individu qui s'assume lui-même. Et cette tension, peut-être qu'elle peut se résoudre dans la vie communautaire, parce qu'une communauté, c'est pas un groupe, c'est vraiment une vie intégrale qui est menée dans la communauté, où on partage beaucoup de choses, on partage presque toute la vie. Et toute la vie, c'est vraiment quelque chose qui nous prend et qui nous construit et qui nous façonne. On partage peut-être des valeurs comme la charité, le service, le partage. Justement, Elena, est-ce que ce sont des valeurs, selon vous, qu'on a un peu trop oubliées dans la société actuelle? Alors oui, je pense que peut-être, c'est vrai que dans la société, on pousse beaucoup à cette idée de pouvoir se sentir bien soi-même. Oui. Et vous voyez même parfois, quand les gens disent « je veux faire des choses qui soient en cohérence avec ce que je crois », et parfois il y a un petit peu ce choix qui va donner priorité avant tout et qui va opposer l'individu au reste de la communauté. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose à retrouver là, mais qui est lié un petit peu à comment revaloriser quelque chose qui est de l'ordre de la relation et non pas uniquement de l'individu contre le collectif. En tout cas, depuis les premiers siècles de l'Église, la vie monastique est basée sur cette vie communautaire. Alors, quelles en sont les joies et les difficultés? Comment est-ce que ça peut nous inspirer dans notre quotidien? On en parle tout de suite avec vous, Elena et Sœur Bénédicte. Sœur Bénédicte, vous allez nous parler d'un extrait de la Genèse qui va nous aider à mieux comprendre les enjeux de la vie communautaire. Je vais lire cet extrait. Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour moi, ça veut dire que l'homme est fait pour la relation, Oui. et que c'est dans la relation qu'il peut donner le meilleur de lui-même. Les pères cisterciens mettent en garde contre un danger qui menace l'homme. Ce danger, c'est le repli sur soi, l'homo incurvatus, l'homme replié sur son nombril. Donc l'homme replié sur lui-même, il est finalement très, très, très seul. Et l'homme en relation, il donne vraiment le meilleur de lui-même. C'est dans la relation qu'il peut se découvrir ses richesses, ses limites aussi, mais découvrir aussi sa place dans le monde avec les autres. Et cette relation, elle se joue à plusieurs niveaux d'abord. C'est ce que le pape François rappelle, c'est-à-dire la relation avec soi-même, la relation avec les autres, la relation avec la nature et la relation avec Dieu. 4 dimensions de l'écologie intégrale. Ces 4 dimensions de la relation et qui nous permettent vraiment de donner, encore une fois, le meilleur de nous-mêmes. Alors, ma sœur, expliquez-nous quelle relation on a au groupe quand on vit dans une communauté religieuse comme vous. Alors pour nous, le groupe, c'est la communauté, c'est-à-dire c'est un ensemble de personnes qui partagent le même appel, mais qui vivent cet appel avec des âges, avec des histoires, avec même des psychologies différentes, ce qui crée aussi des tensions, ce qui crée aussi des moments plus compliqués à vivre. Je pense que dans une communauté religieuse normale, où il n'y a pas la figure d'un fondateur qui est omniprésent ou une gouvernance qui est un peu autoritaire, ces différences sont aussi amenées à s'exprimer, ce qui donne une vie qui peut être aussi un peu mouvementée, mais assez intéressante finalement.
Dans la vie communautaire, je pense que les richesses de cette vie communautaire, les richesses de ce groupe, pour nous, c'est une stimulation mutuelle. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sœurs qui se lèvent à 4h30 du matin si les autres n'étaient pas présentes déjà, si on ne sait pas que les autres viennent aussi descendre pour la prière à l'église. C'est aussi une aide, un support mutuel dans les moments plus difficiles. Et c'est aussi peut-être une intelligence collective parce qu'on n'a pas la vue complète d'une question, d'un problème quand on est seul, mais à plusieurs, on perçoit mieux les choses, on les perçoit dans leur relief, dans leur complexité aussi. Et à l'inverse, peut-être, quel rapport est-ce que vous entretenez à la solitude? La vie en communauté peut faire très peur aujourd'hui. On se dit que notre identité peut être peut-être reniée dans le groupe. Alors, quel rapport vous entretenez à cette question de la solitude? Alors pour moi, la solitude, c'est pas le contraire de la vie communautaire, c'est pas le contraire de la communion. Je dirais que la solitude, c'est vraiment une dimension inhérente de l'homme qui est liée aussi à ce que chaque personne est unique. Et cette unicité, elle fait aussi que chaque personne, elle est peut-être difficilement compréhensible par les autres. C'est-à-dire personne ne pourra vraiment me comprendre, me saisir dans tout ce que j'ai d'unique, dans tout ce que j'ai de particulier. On verra toujours une partie de moi. Et dans ce sens-là, je suis seule. Et je pense que la vie communautaire, elle doit aussi nous aider à apprivoiser cette part de solitude qui est inhérente en nous et la vivre non pas comme quelque chose de négatif, mais comme un lieu de rencontre avec Dieu qui, lui seul, finalement, nous connaît vraiment. Lui seul connaît notre nom caché, notre nom unique. Et ça, je pense que c'est un beau fruit de la vie communautaire de nous apprendre à aimer cette dimension de solitude. Elena, dans la crise écologique que nous traversons, quel enjeu y a-t-il, selon vous, à retrouver le sens de la communauté? Alors, je pense que c'est un défi énorme qui est au cœur de la conversion écologique, puisque je pense que la conversion écologique est avant tout quelque chose qui pousse à redécouvrir et valoriser la dimension relationnelle du vivant. Sœur Bénédicte parlait tout à l'heure justement de comment ce qui est au cœur de la communauté, c'est la relation. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui est au cœur de cette conversion écologique, parce que, pour faire le lien avec ce qu'on disait avant sur une société qui a mis un peu l'accent sur la réussite individuelle, et qui a confondu, je pense, autonomie avec indépendance. Être autonome, ne pas dépendre des autres, c'est être autosuffisant et indépendant. Et je pense que ce que la conversion écologique invite à penser, c'est que le contraire de la dépendance, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est cette relation dans laquelle chacun a quelque chose à donner et quelque chose à recevoir, qui n'est pas la même chose, qui n'a pas, comme l'échange marchand, des choses qui ont la même valeur marchande, mais où chacun se sent à la fois contributeur et récepteur. Il faut redévelopper nos liens interpersonnels. Mais alors, est-ce que vous pensez que pour résoudre la crise écologique, il faut mettre de côté tous nos intérêts individuels et ne plus que penser collectif? Alors, je pense que non, parce que justement, ce que l'interdépendance vient casser, c'est cette opposition qu'on fait très souvent entre intérêt individuel et intérêt collectif. Je pense, en plus, dans la tradition chrétienne, on est un peu marqué par cette pensée binaire, individuelle contre collectif. Et si on fait quelque chose pour les autres, c'est en se sacrifiant soi-même. Et donc, tout de suite, on oppose intérêt individuel et intérêt du groupe. Et je pense que ce que cette idée d'interdépendance qui est au cœur de la conversion écologique vient de nous dire, c'est que, en fait, on se construit soi-même, non pas contre les autres, mais avec les autres. Et donc, en faisant quelque chose pour les autres, c'est une manière aussi de se construire soi-même. Je crois que c'est vraiment aussi l'expérience qu'on fait dans la vie communautaire, combien est-ce que la communauté nous révèle à nous-mêmes. Et combien, dans la vie communautaire, on découvre des choses sur nous qu'on peut ignorer si on n'a pas ce milieu communautaire qui nous le révèle. Ça, exactement. Et je pense que ce terme de révélation est très beau, parce que c'est vrai que toute seule,
en fait, on tourne en rond. Exactement. Et que c'est quand on est confronté à la différence de l'autre, Exactement. et qu'on se voit soi-même autrement. On peut s'illusionner sur plein de choses quand on est seul. Ouais, Là, ouais. Et ça, c'est ce que disent aussi nos pères. Vraiment, quand tu es seul, tu es le meilleur, tu es extraordinaire. Mais quand tu te confrontes aux autres, c'est là aussi où tu vois tes limites, où tu vois tes difficultés. Alors, je pense que cette relation nous révèle des limites, mais nous révèle aussi des richesses. Exactement. Parfois, il y a des choses en soi qu'on ne voit pas et que c'est l'autre, le regard de l'autre qui va me faire prendre en compte, conscience, qu'en fait, il y a une potentialité, il y a une richesse que je ne la voyais pas. En fait. Même un courage, enfin, je ne sais pas comment dire, mais parfois le fait de se sentir aussi responsable, de se sentir en charge, ça nous pousse à donner vraiment le meilleur de nous-mêmes. Ouais, voilà. exactement. Ouais. Donc finalement, vivre en communauté, c'est apprendre à se connaître soi-même au contact des autres. Alors comment on fait dans le concret de nos vies quotidiennes? Mais on en parle tout de suite. Alors, Elena et Sœur Bénédicte viennent de nous l'expliquer. La vie en communauté présente de beaux défis. Elle n'est pas toujours simple, mais elle apporte aussi beaucoup de joie. Et au cœur de ces moments communautaires viennent les repas. Dans tous les monastères, il se joue beaucoup de choses autour des repas. C'est le lieu de partage, de service, de prière. On va le découvrir tout de suite au monastère de Martinez-Briand, près d'Angers. 9 sœurs bénédictines et quelques laïcs de passage ont accueilli notre reporter Marine Belmont. Au moment du repas, on est appelé par la cloche. C'est la cloche qui nous appelle au repas, comme elle nous appelle à l'office à l'église. On sait qu'on doit venir parce qu'il y a quelque chose qui nous rassemble. Donc voilà, c'est d'abord le fait de se rassembler pour partager le repas. Donc on mange tout ensemble. On commence le repas par la bénédiction. Voilà, la prière dit une prière de bénédiction. Mais elle se laisse guider comme par un coryphée intérieur. Elle renonce petit à petit à s'accrocher éperdument à son propre rythme, comme si sa survie en dépendait. Pendant tout le repas, on écoute la lecture. Donc le repas se passe en silence. On est plus facilement imprégné de ce qu'on entend et à la fois on peut mieux savourer ce qu'on mange. Et après, au niveau de la disposition, au réfectoire, on est en U. Ça permet de pouvoir se voir les unes les autres. Et c'est ça aussi qui donne le sens du partage. Et le repas se termine bien sûr par une prière d'action de grâce. Le repas est un moment de convivialité, tout simplement parce qu'il est partagé avec d'autres. C'est-à-dire que moi, je mange quasiment jamais toute seule, mais toujours avec ma communauté et avec d'autres personnes aussi qui se joignent à ma communauté. Dans la vie monastique, je peux vous assurer une chose, c'est qu'on a faim, parce qu'on travaille beaucoup. Donc on est content de se restaurer pour avoir des forces. Alors après, ce que ça représente, c'est un moment aussi de service mutuel. Des sœurs font la cuisine avec amour. Et puis, c'est un moment où se sert mutuellement aussi dans l'organisation du repas parce qu'il y a une sœur qui fait le service, il y a une sœur qui range la cuisine, il y a une sœur qui fait la vaisselle. Et donc, à la fois, on sert et on est servi. Et ça représente vraiment cette charité qu'on essaye de vivre ensemble, à l'image du Christ qui s'est mis à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Et il nous a donné l'exemple, à la fois, je pense, de servir et de se laisser servir. Dans un monastère, le repas est ritualisé parce que, comme à l'Eucharistie, c'est un lieu où on vient recevoir la nourriture pour la vie. Et c'est très proche, c'est une liturgie au fond. Voilà, c'est ça. Le repas, c'est une liturgie. Et donc, comme dans une liturgie, il y a des rites, il y a une attitude à avoir, de sobriété, de partage. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Le silence, pendant le repas, n'empêche pas la communication. Et il y a des sourires, des échanges de regards, on dit rien, mais on voit beaucoup un repas. Hein. La vie monastique, c'est cette recherche d'unification de notre être. Et si on fait le lien avec l'éthologie intégrale, c'est l'unification, c'est vivre l'unité dans la relation à soi, la relation aux autres, la relation à la nature et la relation à Dieu. Tout ça, ça forme une unité et qui permet de vivre une plus grande intériorité. Et notre repas en silence est aussi au service de cette intériorité, de l'unification de notre être. Sœur Bénédicte, est-ce que vous êtes d'accord avec les témoignages qu'on vient d'entendre? Le repas comme lieu où on prend soin des autres, de Dieu, de la création? Oui, tout à fait. Ça rejoint tout à fait notre expérience ici à Échourgnac. C'est ce repas comme vraiment lieu de la communion, parce que c'est un repas, la sœur l'a dit, on le prend jamais seul, on mange toujours ensemble. C'est pas chacune qui va se servir dans le frigo, mais on reçoit aussi notre nourriture. C'est pas une nourriture qu'on choisit. Donc avec aussi une part de renoncement à ce qu'on aurait aimé, à ce qu'on aimerait, à la manière dont on aimerait cuisiner. Et la part aussi d'accueillir vraiment ce qui nous est donné, d'accueillir aussi comme un don de Dieu, d'accueillir aussi comme le don que nous fait la création. Elena, dans le monde aujourd'hui, on entend parler de plus en plus de tiers-lieux, d'éco-hameaux, d'habitat partagé. Est-ce que toutes ces formes de vie sont à encourager selon vous? Je trouve intéressant parce que c'est des expériences qu'on fait, on essaye que cet équilibre entre individuel et collectif, de trouver un petit peu des formes de combinaison, d'articulation nouvelles. Il peut y avoir parfois une tendance, ou en tout cas une crainte à favoriser l'entre-soi, rester entre soi avec des gens qui pensent pareil, qui ont les mêmes convictions, les mêmes visions du monde et de la vie. C'est quand même un risque aussi. Alors, c'est un risque et je pense que c'est un risque énorme, justement. C'est un peu le fait de dire on va se mettre, on va faire un cocon, on va se mettre entre nous et on va se séparer de ce monde aujourd'hui qui est en train de tomber, voilà, et on se met entre nous. Il y a peut-être une certaine vigilance à avoir dans ces projets communautaires. Très grande, et je pense qu'il y a un risque que dès qu'on se met entre des champs qui sont similaires. Donc c'est pour ça que je pense, en tout cas dans le projet d'écolieu dans lequel je suis engagée, une des choses qu'on a dit fortement dans le projet, c'est qu'il fallait que dans le collectif, on puisse intégrer des personnes très différentes. Et donc du coup, comment on intègre des personnes qui ont l'expérience de la précarité, de la pauvreté, non pas en termes d'accueil, voilà, et on accueille des personnes plus précaires, mais qu'on les intègre à part entière comme faisant partie du collectif et pour construire et concevoir le projet avec eux. Eh bien justement, je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Luc. Il vit à Paris, il est directeur de l'Arche. Il a fait le choix d'une vie communautaire au travail auprès de personnes handicapées. Audace et simplicité, lui, c'est ce qu'il aime dans la vie communautaire. Ce qui me touche le plus, voire même ce qui me fait grandir dans la vie communautaire à l'Arche, c'est la simplicité des relations. Et on est contraint de s'adapter à la personne qui a plus besoin d'aide. Et donc on est obligé d'inventer et de réinventer la vie communautaire. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'audace d'avoir des grands projets. On va faire des pèlerinages, on va avoir des rassemblements nationaux, régionaux. Et on n'a pas peur de ces projets. Sœur Bénédicte, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour nos téléspectateurs concernant cette dimension vie communautaire, individualité vis-à-vis du groupe? Oui, je pense peut-être oser la communauté, prendre le risque de la communauté dans des activités, dans des lieux qui sont proposés, même dans les paroisses, même dans des activités de groupe. Essayer de prendre ce risque d'aller vers d'autres différents et mettre en commun ces richesses. Et Elena, un dernier conseil ? Alors, je rebondis justement au témoignage qu'on vient d'entendre parce que mon conseil serait de ne pas penser la vie en commun, la communauté, uniquement comme un lieu d'action commune. On se met ensemble pour porter un projet ensemble, mais de penser la communauté comme un lieu de vie. Et donc, justement, je pense que les communautés de l'Arche témoignent de ça parce qu'on est avec des personnes où justement la capacité d'action est très limitée, voire presque nulle. Et là, on apprend que la qualité de présence
confiance des uns aux autres et quelque chose qui permet de se relier peut-être de manière beaucoup plus forte qu'à travers une action commune. Et puis peut-être aussi, aller vers des gens différents, des gens qui ne nous ressemblent pas, pour risquer aussi l'inconnu. Eh bien, merci beaucoup. Risquer l'inconnu, c'est avec ces mots qu'on va repartir. Merci, Sœur Bénédicte. Merci, Lina Nalcida, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis derrière votre écran. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.